Ce faisant, nous nous sommes rendus compte du fait qu'il n'est pas possible d'aborder ces trois questions chez chaque auteur avec la même intensité sans déborder le cadre limité de notre travail à l'atelier. Cependant, en essayant de répondre, nous croyons avoir découvert plusieurs points qui pourraient nous servir de lien systématique, de fil conducteur pour organiser l'étude qui suit. En premier lieu, pour ce qui concerne la sphère ontologique commune à l'homme et à l'animal, tous nos auteurs partagent une critique de conception physico-chimique de la vie et s'efforcent de traiter le problème de manière globale ou holistique en se focalisant sur le rapport dynamique entre le vivant et ce qui l'entoure son milieu. En deuxième lieu, en étudiant et discutant sur les différentes élaborations concrètes de cette critique chez nos auteurs, nous avons identifié un certain mouvement qui pourrait être caractérisé comme un approfondissement philosophique de la notion de vie, qui sous-tend le concept scientifique de vie. Autrement dit, nous croyons pouvoir tracer une ligne qui va de Canguilhem, élaborant pour les raisons épistémologiques un concept philosophique de vie, à travers Merleau-Ponty et Renaud-Barbaras, découvrant une nouvelle ontologie phénoménologique, jusqu'à Deleuze qui dégage un nouveau champ transcendantal peuplé par les singularités métaphysiques de la vie anorganique. Maintenant, chacun des participants de notre atelier va présenter en fait plus en détail un des quatre auteurs. Et je passe la parole à Adam qui va vous présenter George Canguilhem. Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? D'accord. Nous allons commencer par George Canguilhem. Le projet de Canguilhem consiste dans l'introduction du concept de valeur normative dans la notion de la vie. Canguilhem définit la vie comme une activité d'information et d'assimilation. Cette activité est une position spontanée de valeur qui différencie entre ce qui est convenable à la vie d'une part et, d'autre part, ce qui est négatif pour la continuation de la vie. La vie, c'est une sphère de non-indifférence par rapport au milieu, propre au vivant et aux événements qui le touchent. La vie est essentiellement la position de la polarité qui est introduite par le vivant, se rapportant à sa propre pathologie. Premièrement, se rapportant à sa propre pathologie en tant que norme de ce qui est l'état habituel et désiré dans une situation donnée, et deuxièmement, comme une activité normative qui est une capacité adaptative d'instituer d'autres normes dans d'autres conditions. Vivre, c'est en même temps répondre aux normes déjà établies et être normatif, c'est-à-dire être capable d'instituer de normes nouvelles aux exigences posées par le devenir intérieur et extérieur aux organismes. Cela présuppose l'élargissement de la notion de la normativité à la vie entière. Désormais, la vie n'est pas seulement soumise aux normes dans leur sens restrictif, mais elle est elle-même la créatrice des normes au sens où elle les institue. C'est précisément là où s'inscrit chez Canguilhem l'homme en tant que vivant qui possède la technique. La technique humaine prolonge des impulsions vitales au service desquelles elle tente de mettre une connaissance systématique qui le délivrerait des innombrables et coûteux essais d'erreurs de la vie. La médecine, l'activité des techniques biologiques humaines dans la sphère du vital, est pour Canguilhem un prolongement de la tendance qui est déjà en germe dans la vie. Cette tendance est la nécessité de répondre aux exigences changeantes de la vie, de l'activité d'évaluation et de réévaluation des normes vitales elles-mêmes. C'est par là que l'homme lui-même devient le créateur de normes et que la relation entre le normal et le pathologique se complexifie. L'homme se trouve à l'intersection de la nature et de la culture dans la détermination des normes organiques humaines. Par rapport à cette intrication, il faut néanmoins distinguer entre des normes sociales et des normes proprement organiques. La différence consiste dans la logique selon laquelle s'instituent les normes de l'organisme vivant et celles de la société qui les prolonge. Stricto sensu, la conscience explicite des normes appartient exclusivement à l'homme.
car c'est lui qui est capable de poser à l'existence l'exigence d'une manière esthétique. Du point de vue humain, le rapport entre le normal et anormal a son origine dans l'établissement d'un concept qui unifie des individus négativement en les rapportant aux idéaux normatifs, qui inversent ce qui est par ce qui doit être. Bref, être conscient de la différence normative, c'est effectuer le jugement normatif, c'est-à-dire introduire une autre manière d'assembler la compréhension du multiple qui est, cette fois-là, culturelle et anthropologique. Cependant, il faut différencier les normes selon la manière dont le concept de la normalité vient de s'établir. Chez l'organisme vivant, cette unité des exigences normatives est immanente, elle vient de soi. C'est par l'activité intrinsèque de l'organisme que l'on peut répondre au problème de savoir comment intégrer les parties de l'organisme dans un tout. Ce n'est pas le cas pour les normes sociales, car, selon Canguilhem, le problème est celui de l'intégration des parties mutuellement extérieures, c'est-à-dire ce qui donne naissance aux besoins, sociaux de les intégrer. La société doit et voudrait se faire comme un projet mécaniquement exécutable, c'est-à-dire créer de soi-même une organisation des parties parfaitement agencée, organisation qui serait automatique peut-être. Mais en vérité, il s'agit plutôt d'un rêve de l'immanence organique qui prend la forme d'un rêve d'une collectivité univoque que d'une convergence factuelle dans l'organisme de société. Autrement dit, même si la société humaine mime la vie organique, rêve d'être telle, elle ne peut arriver qu'à l'organisation transcendantale et virtuelle de son ensemble normatif. En instituant des normes sociales, la société manifeste qu'elle est un prolongement de la vie, d'un côté, mais d'autre côté, et par le même geste normatif, elle professe qu'il reste toujours quelque chose d'artificiel, que, en fin de compte, elle ne peut pas surmonter son caractère mécanique. Pour résumer, et pour répondre aux enjeux principaux de notre atelier, nous dirons qu'il y a un plan partagé par la vie non humaine et la vie humaine, à partir duquel l'homme établit son caractère spécifique qui consiste dans sa capacité d'être à l'intersection du milieu naturel et culturel de manière normative, c'est-à-dire d'instituer des normes vitales organiques et sociales. La spécificité de l'homme est qu'il est un évaluateur de la vie, non seulement immanente mais aussi esthétique, un évaluateur effectuant des techniques organiques et sociales. C'est pourquoi il présente à la fois une différence de degré, étant lui-même vivant, et une différence de nature, c'est-à-dire il est capable d'être normatif socialement. Cependant, il faut être précis et dire que la différence de nature ici ne consiste pas en une rupture radicale avec la nature, et que la différence de degré est compliquée par l'aspect exclusivement humain. Finalement, la perspective médicinale de Canguilhem ne nous permet probablement pas de situer la différence anthropologique autrement que par une référence à la pathologie de la vie. Mais il n'y a pas de doute que la proposition de Canguilhem, selon laquelle il faut aller au-delà du corps pour apprécier la spécificité de la vie et à partir de cela la spécificité de la vie humaine, résonne avec les autres penseurs que nous avons étudiés. Merci pour votre attention et je donne la parole à Hortense qui va présenter Merleau-Ponty. Dans ses cours donnés au Collège de France, Merleau-Ponty thématise le concept de nature. Il rejette le concept cartésien de nature qui implique une relation d'extériorité entre la nature et le sujet connaissant, une extériorité comprise comme exclusion. C'est par le corps que Merleau-Ponty souhaite réintroduire l'homme dans la nature. Il affirme ainsi que, je cite, « Je suis, par mon corps, partie de la nature ». Fin de citation. Dans l'introduction donc, de la partie de son cours consacrée à l'animalité, Merleau-Ponty pose le problème du rapport entre la totalité et les différentes parties de l'organisme vivant. Le fonctionnement de chaque partie peut être expliqué en termes physico-chimiques, mais la totalité, quant à elle, apparaît comme émergente et comme irréductible aux lois de la physique. Or, cette totalité, c'est le comportement de l'animal ou de l'homme.
Merleau-Ponty présente alors les analyses de 2 biologistes du XXe siècle qui se sont intéressés à la notion de comportement pour en tirer une ontologie de la vie. Nous avons donc affaire à une ontologie de la vie qui est dérivée des travaux de biologie. Les études sur le comportement des lézards du biologiste Cogill permettent à Merleau-Ponty d'affirmer que le corps possède en son sein une référence à l'avenir. Le développement n'est pas une simple réaction à des conditions externes et l'organisme est toujours plus que ce qui est observable à un instant donné. D'autre part, les travaux du pédiatre et psychologue Gesell permettent à Merleau-Ponty de définir le comportement comme prise sur le monde. On ne peut pas analyser le comportement en dehors des relations qu'il institue avec la nature et qui lui donnent un sens. De plus, on ne peut pas séparer le corps du comportement. Il n'y a pas de corps neutre ou de corps à latitude neutre que l'on pourrait étudier en dehors de tout comportement. Or, le comportement est défini par Gesell comme forme. Il s'agit ici du concept de forme qui avait été développé par les théoriciens de la Gestalt théorie. La forme n'est pas une enveloppe extérieure ou un contour, mais elle est ce qui émerge d'un rapport de fond dynamique. La forme est un équilibre dynamique de différents processus à l'œuvre dans le monde physique. C'est une totalisation toujours rejouée et jamais figée. Merleau-Ponty propose donc une ontologie de la vie à partir des notions de comportement puis de forme, ce qui lui permet de définir le vivant comme un sens toujours rejoué qui émerge d'un fond de processus physico-chimiques. Toutefois, cette réinscription de l'homme au sein de la nature et surtout du vivant n'empêche pas Merleau-Ponty de penser la différence anthropologique. L'homme se distingue de l'animal car il présente une autre manière d'être corps. Cette autre manière d'être corps entraîne dans son sillage un rapport autre à la temporalité. C'est donc à partir du corps que Merleau-Ponty pense la différence anthropologique avant d'en présenter les conséquences sur un plan plus phénoménologique. Je vais donc passer la parole à Francisco qui va nous présenter la pensée de Barbaras et Barbaras va proposer un petit dépassement de Merleau-Ponty. Merci Hortense. Ils m'ont demandé d'offrir un aperçu sur la dynamique de la manifestation de Renaud Barbaras. Et moi, j'ai décidé de faire, d'offrir à la discussion un schéma sur trois concepts qui font partie du noyau de ce qu'on fait dans notre atelier. La première catégorie, c'est quelle est la sphère ontologie de la vie à la vie de Renaud Barbaras. Et c'est ce que j'ai proposé en tant qu'interprétation, c'était que Barbara fait sienne la thèse de Jean Patočka, des dispositions affectives comme mécanisme d'aperture subjective au monde, pour montrer que la singularité et la condition anthropologie a trait à la transitivité phénoménalisante. Cela signifie que le sujet fait toujours l'épreuve du monde grâce à l'impossibilité d'accéder à la totalité du monde. Et d'où la distance nécessaire pour le déroulement nécessaire du mécanisme de l'intentionnalité comme marque de la vie subjective à l'aune de Renaud Barbaras. Et puis, j'ai décidé de montrer que la deuxième catégorie fondamentale de la pensée de Renaud Barbaras, dans le contexte de notre atelier, ça a trait à la constitution de l'homme à partir de la vie. Et Barbaras pense ici, à mon avis, très proche de la tradition française phénoménologique, que la notion de désir s'affiche comme la clé de voûte pour expliquer la constitution de l'homme. Et Barbara conçoit le désir comme l'indistinction entre l'épreuve et une avancée, c'est-à-dire que le désir est un état intermédiaire entre la consommation de ce qui a été sciemment pointé et l'affect qui donne lieu à la délimitation de l'objet voulu. Et dans le cas des animaux, Barbara souligne que l'avancée subordonne toujours l'épreuve. La primauté de l'instinct chez les animaux fait que la dimension auto-affective dans le désir est estompée par l'avancée vers les choses, d'où l'effet à la vie de Barbara que l'animal est indigent du monde, selon les mots d'Heidegger. Dans le cas de l'homme, toutefois, la question du désir se déploie d'une façon complètement différente. Le désir humain montre une suprématie de l'épreuve sur l'avancée. La façon fondamentale de la phénoménisation du désir humain, c'est l'épreuve de lui-même. Cette disposition du désir humain rend possible une certaine distance par rapport à l'objet désiré,
c'est ce qui suppose que l'homme devient capable de saisir le monde grâce à la distance que l'épreuve du désir nous fournit. Ici demeure à la Via Barbara la capacité de contemplation dans le cas de l'ombre. Et finalement, pour répondre à la question clé de notre atelier, quelle est la différence anthropologique au ciel de René Barbara? Et les philosophes français pensent que la clé de la différence spécifique entre l'homme et le reste des vivantes demeure dans la détermination qui rend possible la phénoménologisation de l'humain. Barbara appelle cette détermination perte originelle. La perte originelle tient au fait que la condition du sujet implique le renoncement à la transcendance qu'une vie autodonatrice, ce que Michel Henry appellerait l'archivie, pourrait nous promettre. Ça, c'est un peu ce que j'ai offert en tant qu'aperçu, et maintenant je passe la parole à mon ami Louis. Merci Francisco. Je parle de Deleuze poser des questions critiques suivantes. Le devenir de l'océan n'est pas l'évolution, ni une production, ni une comparaison objective de deux étapes. Le devenir n'est pas le progrès ou la régression. Le devenir n'est pas la possibilité, mais le réel mouvement du visuel. Pour Deleuze, le visuel n'est pas le contraire du réel, mais le contraire du réel. Le visuel n'est pas un objet statique, mais la réalité invisible qui se visualise en s'intensifiant, qui s'utilise comme le visible. Par ces aspects, le duel est l'effet du visuel. Le devenir ne suppose pas de destination spécifique. Le devenir est la destination elle-même, puisque est le mouvement de différenciation qui fait des différences sans cesse, selon intensification répétitive de la force affective. La génération des différences est évidemment chez Deleuze. L'événement n'est pas d'autre chose que création qui ne vient pas de la subjectivité individuelle, mais de la puissance inconsciente ou de la lecture en majuscule chez Spinoza. L'événement en tant que création est la libération de la frontière des catégories des autres ou des règles. Ces libérations appartiennent au devenir de la force impersonnelle qui se trouve dans l'affaire non humaine. Dans le texte qu'on a étudié, Deleuze l'exprime clairement que les effets sont des devenirs. Dans Qu'est-ce que la philosophie? C'est un livre. Deleuze dit la vie n'est pas le passage d'un état vécu à un autre, mais le devenir l'homme humain de l'homme. Fin de citation. Il nous montre que la vie n'est pas un sentiment personnel, non plus un caractère, mais la force qui se trouve dans un sentiment qui excède le reçu. La vie n'est pas un souhait subjectif, mais la force inconsciente qui est impersonnelle, c'est-à-dire que la force qui existe elle-même sans la présence de la volonté subjective. Selon Deleuze, la volonté subjective est plutôt fondée sur la force affective impersonnelle. Par conséquent, l'homme n'est pas l'être a priori comme l'être rationnel, mais il est fondé sur la force non humaine. C'est-à-dire l'affaire, ou plutôt simplement le devenir, est la force impersonnelle qui se trouve dans l'affection. Le devenir de l'affection est la libération de la frontière par la génération des différents et sépare des groupes majeurs. Donc, en ce sens, devenir animal ne signifie pas devenir un type d'espèce ou des caractères. C'est dans quoi la force de l'affaire se trouve. L'animal est la force impersonnelle et inconsciente qui est en mouvement de différenciation. L'être humain le diffère par des animaux de l'océan puisque l'homme partage et est fondé sur la force immanente non humaine. C'est la logique de la vitalité de la vie. Le devenir animal est une libération de l'emprisonnement de la catégorisation. Phénoménologiquement, le devenir animal est notre transformation de catégories les unes dans les autres. Il s'agit de la formation en tant que visibilisation de l'individu.
en tant qu'événement à cause du mouvement de la force appréciée. Deleuze a trouvé donc la force ontologique qui rompt la solidité du sens et reforme le sens en tant que création. En ce sens, Deleuze a inversé la tradition platonique puisque le plus n'est pas l'idée, mais la force impersonnelle qui donne raison à l'idée. Presque la fin. La philosophie de Deleuze est sortie de l'humanisme traditionnel ou humanisme rationnel, mais elle reste encore dans la dualité. C'est-à-dire la hiérarchie entre l'immanence du monde affectif en tant que le plan de différenciation et le monde de Edouard en tant que le monde non affectif. C'est évident que Deleuze est sorti de la catégorie de l'être humain traditionnel, mais il est tombé dans notre dualité. Le problème est maintenant le suivant. D'un côté, est-ce qu'on pourrait développer un nouveau humanisme sans retourner à la puissance Nietzsche? De l'autre, est-ce qu'on pourrait avancer sans retourner à la vie quotidienne comme Das Man de Sight on Sight de Heidegger? Dans le cadre de Deleuze, est-ce qu'on est capable de sortir de la force de l'affection en tant que libéré de la domination de l'affection inconsciente et en même temps surmonter la vie indifférente? C'est la post-philosophie qui dépasse la filière de philosophie. Merci. Merci Louis. Pour conclure, nous avons rassemblé les résultats principaux de notre atelier. Comme nous l'avons vu, il est donc possible d'identifier un mouvement d'élaboration philosophique de plus en plus profond de la sphère d'appartenance de l'homme et de l'animal. Un mouvement qui va de Canguilhem, à travers Merleau-Ponty et Renaud Barbaras, jusqu'à Deleuze. Notre point de départ est Georges Canguilhem avec son concept de vie comme normativité vitale qui, chez un vivant concret, consiste à poser les valeurs vitales positives et négatives ainsi qu'à instituer de nouveaux ordres physiologiques. La capacité de la conscience humaine à juger, liée étroitement à la création des normes sociales propres à l'homme, est fondée sur ce caractère fondamental de la vie. À l'encontre de Georges Canguilhem qui forge son concept de vie pour les raisons épistémologiques, Merleau-Ponty s'en occupe dans le cadre de son ontologie indirecte. La vie est définie comme l'activité comportementale signifiante qui étale le milieu. Néanmoins, selon Merleau-Ponty, même le comportement réflexe n'est pas absolument déterminé d'avance. Il comprend un certain manque qui est saisi positivement comme la référence à l'avenir, à savoir la capacité à se préciser par l'événement. Dans ce contexte, l'humanité est définie comme une autre manière d'être corps, impliquant une autre temporalité que le corps animal. Celle-ci garantit l'enrichissement et la structuration infinie du rapport au milieu. Cependant, il s'agit d'un projet inachevé à cause de la mort précoce de l'auteur qui propose plusieurs possibilités d'élaboration. Une de ces possibilités s'actualise dans l'œuvre de Renaud Barbaras, qui, en critiquant l'ontologie optimiste de Merleau-Ponty, crée une nouvelle phénoménologie de la vie qui, à côté de la sphère ontologique d'appartenance du vivant au monde, insiste en même temps sur la différence, sur la négativité ou faiblesse propre à la vie. Étant donné qu'il procède par l'analyse de la notion originaire de vivre, telle qu'elle est impliquée dans la corrélation phénoménologique entre le vivant et le monde, on peut dire que son projet n'est rien d'autre qu'une fondation phénoménologique des sciences telles que la biologie, zoologie ou paléoanthropologie. Ainsi, la différence anthropologique n'est qu'un type différent de la relation entre l'appartenance et la séparation, élaborée par Barbaras sous le terme d'archimouvement, archivie, ontologique et d'archi-événements séparataires. Que ce soit chez Merleau-Ponty ou chez Renaud Barbaras, l'ontologie phénoménologique est fondée sur la perception, qui ne permet pas de passer vers ce qui est imperceptible et donc métaphysique, mais ce qui en même temps constitue un aspect essentiel de la sphère ontologique que l'animal et l'homme partagent. En effet, le devenir animal de l'homme dont parlent Deleuze et Guattari se situe au niveau moléculaire. Il ne s'agit pas d'une imitation, d'une tentative de ressembler à la forme visible qui est propre à l'animal, mais plutôt de se déplacer au niveau où ni l'homme ni l'animal n'existent pas, au niveau du devenir en tant qu'entrelacement ou intrication mutuelle de toutes les choses perceptibles.
Même si l'homme et l'animal diffèrent incontestablement sur le plan de consistance de Deleuze et Guattari, ils entrent dans les zones où on ne peut plus les discerner, dans la sphère de leur différenciation originelle qui précède leur individuation en tant que forme différente. Et si nous posons maintenant, dans le cadre de la sphère ontologique circonscrite par nos auteurs, la question de la différence anthropologique, il faut conclure qu'en harmonie avec notre hypothèse, chez tous nos auteurs, l'homme émerge au fond de la sphère d'appartenance, au centre de la vie sans s'en séparer. De notre point de vue ontologique, on peut donc décrire la différence anthropologique comme la discontinuité locale qui ne compromet pas la continuité globale. Merci de votre attention. Merci. Alors, vous avez parfaitement respecté le temps. On vous en remercie, ce qui donne la possibilité pour une ou deux questions. Je crois qu'on a 2 ou 3 minutes pour les questions. Andrei. Est-ce que dans votre atelier, vous vous êtes heurté contre le clivage traditionnel entre le plan de la conscience et le plan de la vie conçu comme seulement autoreproduction, autoconservation? Et si vous avez confronté ce clivage qui, dans la philosophie, est presque un topos, comment vous l'avez traité? Est-ce que vous l'avez conçu plutôt en termes de continuité ou plutôt en termes de rupture? Est-ce qu'il y a pour vous une rupture ou plutôt une continuité entre, chez Canguilhem, les normes vitales et les normes sociales? Chez les phénoménologues, entre l'être au monde conçu comme ouverture, transcendance, manque, et de l'autre côté, vie, le plan de la vie comme autoconservation, autoreproduction. Alors, c'est vrai que chez chaque auteur, il y avait des notions différentes. Mais en fait, au fond, on a essayé vraiment de déterminer, en fait, de parler plutôt de continuité que de rupture dans chaque de ces cas. Mais qui justement, si on comprend vie comme une globalité, c'était une différence locale justement qui n'a pas compromis cette globalité en fait qui était la vie. Donc le problème c'est qu'en fait peut-être toutes ces questions ça demanderait en fait une autre notion de différence qui était pour nous trop difficile de saisir en fait. Même peut-être au-delà justement de terminologie qui parle de continuité et de discontinuité. Donc cette définition qu'on a donnée, c'était plutôt un essai. Ouais, nous nous sommes rendus compte du fait que la différence dont tu parles, la rupture entre la vie et la conscience, etc., est incontestable. Ouais. Nous nous sommes concentrés sur le fait que chez tous nos auteurs, la différence, la rupture, incontestable, bien visible, il faut compter sur ces différences, est pensée à partir d'une étoffe, d'une matière ontologique, est pensée au sein de la vie. C'est-à-dire, c'est une différence qui émerge sans que ce socle commun soit compromis. C'est pourquoi nous avons fini par cette tentative de caractériser cette différence anthropologique comme la discontinuité locale qui ne compromet pas la continuité globale. Ouais, c'est ça, parce qu'on ne peut pas se servir des termes classiques de différence de degré et de différence de nature. Ouais, ce sont les deux termes qui sont dépassés chez tous les auteurs en fait. Ouais, c'est pourquoi nous avons cherché et finalement trouvé une articulation un peu vague, mais c'est mieux que dire que ce n'est ni de différence de degré ni de différence de nature. Ouais. Alors, c'est ça.
pardon, mais avec 6 ateliers, on est obligé de limiter le temps imparti à chacun. Donc merci encore. Voilà, donc je propose que les membres du deuxième atelier nous rejoignent. Alors je rappelle le thème de cet atelier qui était dirigé par Corneliu Bilba et Momchil Christophe. C'était violence politique et déshumanisation. Ok. Donc, dans notre atelier, on a analysé les figures, les stratégies, les mécanismes, les techniques de déshumanisation, le statut épistémologique de ces pratiques reste encore à analyser. Donc, on est parti de deux figures standard, disons comme ça, de la déshumanisation, c'est l'animalisation de l'esclave et la démonisation de l'ennemi. Disons que les pratiques qui correspondent à ces deux figures, c'est la domination et la guerre juste. Et le passage entre la domination et la guerre juste, c'est la figure de la conquête, parce qu'on a domination naturelle, donc il y a animalisation de l'esclave, la théorie aristotélicienne de l'esclavage. Et donc le point de passage, c'est la domination par la conquête, parce que la conquête, ça pousse vers la question de la guerre et donc la guerre juste. Bon, bien entendu, il y a eu plusieurs théories de la guerre juste. Et puis, lorsqu'on est passé à l'analyse, on s'est rendu compte que ces deux figures se multiplient, qu'elles ne restent pas dans un état pur, et que finalement la violence nazie représente la conjonction de ces deux figures et de ces deux stratégies, l'animalisation et la démonisation. Mais quand même, on peut les traiter de manière distincte si on fait leur généalogie. Et donc ces figures dont nous avons analysé, qui ne sont pas, la liste n'est pas complète, et puis elle est en évolution, on peut toujours trouver de nouvelles stratégies, c'est la question de la guerre juste elle-même, parce que la guerre juste, elle sert à limiter la violence, mais en même temps, elle peut devenir un instrument pour légitimer la violence. Donc, et les critiques de la guerre juste ont montré que la guerre juste elle-même, elle est une figure de déshumanisation ou de non-reconnaissance de l'égalité morale des combattants. Cette question a été analysée par Ivana Čirić, qui n'est pas là. Et ensuite, d'autres figures, donc c'est la conquête de l'Amérique comme moment historique et aussi comme débat, parce qu'il y a eu un débat à l'époque concernant les pratiques de la guerre en Amérique. L'animalisation de l'esclave avec deux volets, l'animalisation non raciale, non raciste, comme on le trouve chez Aristote et chez la mise en esclavage antique, et l'animalisation de l'esclave qui passe par le discours raciste et les pratiques de discrimination. Ensuite, une autre figure, la chasse à l'homme, qui traditionnellement elle est liée à la figure de l'animalisation, mais on l'a identifiée comme ça parce qu'il y a un développement vers les pratiques actuelles. La chasse à l'homme, par exemple, pour les découvertes scientifiques, c'est-à-dire le trafic de personnes, etc., qui est toujours une figure mais qui est une pratique à part. La torture et, bien entendu, l'antisémitisme nazi, comme on peut dire, comme sommet de toutes ces stratégies d'animalisation et démonisation. Donc, je passe la parole à Momchil, qui va donner ensuite la parole aux collègues, parce que c'est lui qui a établi l'ordre des interventions. Merci. Très rapidement, on a travaillé, vous m'entendez? On a travaillé, on a commencé la discussion avec un texte, et pour montrer
l'extrême hétérogénéité des formes de déshumanisation et de leur articulation avec de diverses formes de violence. On s'est concentré sur quelques cas d'espèces, comme a dit Corneliu, qui donnent à voir à la fois la spécificité historique de chaque articulation et les rapports de continuité qu'elle noue avec d'autres. Ainsi, on est parti d'un épisode historique, à savoir la conquête de l'Amérique, qu'on a abordé à travers le livre de Tsvetan Todorov, et plus particulièrement de la troisième partie, qui s'appelle « Aimer ». Plus concrètement, on s'est focalisé sur les procédures théoriques et théologiques d'animalisation des Indiens, et les formes de violence qu'ils ont entraînées. Selon des auteurs comme Ginés de Sepúlveda, qui exprime sa théorie théologique dans la fameuse controverse de Valladolid de 1550, les Indiens sont vus comme inférieurs aux Espagnols et réduits à un statut qui se situe à mi-chemin entre les hommes et les animaux. Quelles sont les preuves de la pertinence de ce statut selon lui, selon Sepúlveda? Je le cite, juste pour donner à voir comment il raisonne. Les Indiens ignorent l'usage de l'argent. Ils vont en général nus, même les femmes, et portent des fardeaux sur leurs épaules et leur dos comme des bêtes pendant de longs parcours. On dirait peut-être la même chose pour nous, avec nos sacs à dos. Ensuite, il continue, ils n'ont pas de barbe, ils mangent de la chair humaine, ils sont sodomites plus qu'à n'importe quelle autre nation. Ils sont stupides et étourdis, ils mangent des poux, des araignées, partout où ils les trouvent. Ils pratiquent le cannibalisme et le sacrifice des êtres humains, etc. Et voici, conclut Sepúlveda, les preuves de leur vie sauvage semblables à celles des bêtes. Entre les Espagnols et les Indiens, il y a autant de différences, dit-il, qu'entre les singes et les hommes. Fin citation. En bref, il s'agit de populations non civilisées et par conséquent non appartenant à l'humanité. Des populations qui, en fin de compte, ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes et peuvent être traitées comme du bétail. Dans la bonne tradition aristotélicienne, bonne, mauvaise, plutôt mauvaise, je ne sais pas, dans ce cas, selon laquelle l'esclavage revient à la différence de nature entre l'homme libre et l'esclave, cette naturalisation des différences sociales et culturelles au profit d'une déshumanisation des Indiens effectue les fonctions suivantes. Je vais les énumérer très très rapidement. Donc tout d'abord, assujettir les populations indigènes par la force des armes à feu. Deuxièmement, exploiter ces populations à des fins lucratives sans se soucier de leurs conditions de survie et de travail. En l'occurrence, il s'agit du travail forcé dans les mines. Et se lancer dans l'entreprise macabre de commerce des esclaves, une entreprise qui fleurira avec l'essor du capitalisme. Enfin, troisièmement, légitimer les massacres qu'ont effectués les Espagnols dans le cadre théorico-politique d'une guerre juste. Comme le dit Sepúlveda lui-même, je le cite de nouveau, de telles guerres peuvent être entreprises par une nation très civilisée contre des gens non civilisés qui sont plus barbares qu'on ne peut l'imaginer. Ainsi, on peut arriver à la conclusion que dans le cas particulier de la conquête de l'Amérique, les schémas théoriques et théologiques de déshumanisation ont permis et promu des violences que les conquistadors ne se seraient pas permis dans la métropole, ainsi que l'exploitation brutale des indigènes. Voici un petit aperçu qui vient du récit de l'évêque du Yucatan. De quel type de violence s'agit-il? Je le cite. Les Espagnols commirent des cruautés inouïes, tranchant les mains, les bras, les jambes, coupant les seins aux femmes, les jetant dans les lacs profonds et frappant des stocks les enfants parce qu'ils ne marchaient pas aussi vite que leur mère. Et si ceux qu'ils amenaient le collier au cou tombaient malades ou ne cheminaient point aussi vite que leurs compagnons, ils leur coupaient la tête pour ne pas s'arrêter de les délier. Fin citation. Ces cas de violence, rendus possibles par des procédures rhétoriques de déshumanisation, préfigurent la longue histoire du colonialisme et de l'esclavagisme qui caractérise la domination occidentale au Nouveau Monde. En même temps, cet épisode aura de très longues répercussions, un épisode qui est appelé la légende noire, très longues les répercussions donc dans l'histoire de l'Occident jusqu'à la solution finale de la question juive conçue et effectuée par les nazis. Mais avant, je passe la parole à Christiana qui va nous parler de ces cas de figure de l'animalisation de l'esclavage, de l'esclave, pardon.
Donc nous avons parlé de l'animalisation de l'esclave pendant l'Antiquité et aussi aux États-Unis de l'esclavage des personnes de couleur. Je vais présenter aussi la partie de ma copine Irina qui a fait la partie sur l'Antiquité. Pour expliciter le phénomène de l'animalisation, nous avons commenté l'article Animalizing the Slave, The Truth of Fiction, écrit par Keith Bradley. Cet article traite de la condition de l'esclave dans le monde roman. En ouverture, Bradley propose une lecture de fameux fragments de la politique d'Aristote où il dit que l'esclave était équivalent d'une bête de somme. Selon Aristote, certains gens sont par nature des esclaves puisqu'ils sont inférieurs, étant manqués de raison. Aussi, Aristote met le signe d'égalité entre les esclaves et les barbares. Il pensait que les barbares ne disposaient non plus de qualité principale d'un maître, ça veut dire la raison. L'article de Bradley développe cette idée en utilisant comme exemple le célèbre roman d'Apuleius Landor. Le roman présente l'histoire d'un homme, un maître d'esclaves, qui, par ses intérêts en magie, est transformé en âne, donc en esclave. En utilisant cet exemple, l'auteur cherche à comprendre pourquoi l'idée de considérer et traiter l'esclave comme bête était si répandue à l'âge classique et a continué à être utilisée à travers l'histoire. Il veut comprendre la nature de la relation maître-esclave et la manière dont cette relation a été modélée par la réduction des esclaves à l'état de bêtes. En même temps, l'auteur veut comprendre ce qui signifie l'esclavage pour les esclaves. Plus exactement, en analysant la transformation et les aventures du maître devenu âne, l'auteur souligne les effets d'une crise identitaire angoissante générée par des graves traumas physiques auxquels il était soumis jusqu'à son apprivoisement. On peut voir dans la capacité de l'esclave de réagir aux punitions, aux traitements durs, cruels, l'ambivalence de la relation maître-esclave. Même si les esclaves ont été considérés des biens, l'humanité de l'esclave n'a pu être totalement anéantie. Malgré cela, l'auteur n'est pas convaincu que c'est la découverte de cette humanité qui a mené à l'abolition de l'esclavage. L'Antiquité classique connaissait l'existence de cette humanité, mais il n'y a jamais eu de crise morale profonde liée à l'esclavage. Je m'excuse. Par contraste, l'historien David Bryan Davis est convaincu que l'abolition de l'esclavage des Afro-Américaines a été une décision politique prise sous la pression sociale et permise par un échange dans la perception morale de l'esclavage. Néanmoins, il même souligne que ce n'est pas à la suite des considérations morales que l'esclavage est devenu un problème, plutôt la déshumanisation impliquée par les procédures de mise en esclavage s'est montrée concrètement impossible. L'homme n'a pas pu être transformé dans un animal complètement docile et sans volonté propre. Le processus de déshumanisation par lequel les personnes de couleur ont été soumises a été caractérisé comme un processus d'animalisation. On a considéré ce processus en relation avec trois aspects principaux, l'espace et le mouvement, la violence et l'éducation. Le fait d'empêcher les Afro-Américains de choisir leur propre habitat a été une caractéristique importante dans leur déshumanisation. Le mouvement de chaque esclave a toujours été sous le contrôle de son maître. Depuis l'Antiquité, on a considéré que le maître a des droits de propriété sur l'esclave. Même en acceptant la possibilité de l'émancipation des esclaves, les gens blancs gardaient encore le droit de décider les conditions de vie des gens noirs. Ils ont même créé une société américaine de la colonisation pour les amener de nouveau en Afrique. Les témoignages concernant la violence des maîtres contre leurs esclaves abondent dans les mémoires des esclaves afro-américaines. Dans la plupart des cas, cette cruauté est comparée avec la manière dont on traite les animaux. En fait, la manière dont on a agi à l'égard des animaux a ouvert le chemin vers l'animalisation des êtres humains par des moyens violents. Animaliser d'autres hommes, affirme Davis, c'est l'expression de l'arrogance qui a été longtemps encouragée par l'ubiquité et l'interaction constante avec les animaux domestiques, ainsi que par une forte division conceptuelle entre les humains et les animaux imposée par la culture occidentale. L'impossibilité de l'esclave de dépasser sa condition par l'éducation a marqué de manière essentielle la façon dont les Afro-Américains ont été perçus et dont ils se sont perçus eux-mêmes après leur émancipation.
Frederick Douglass, un des esclaves émancipés qui ont lutté pour l'abolition, soulignait dans ses discours que les flagellations, les chasses, l'emprisonnement n'étaient pas les pires, mais que c'était le refus de toute amélioration intellectuelle qui caractérisait au mieux la condition morale des esclaves. Enseigner un esclave à lire et à écrire pouvait être puni de mort. La soumission des esclaves afro-américains par l'emprisonnement, la violence et le refus de leur éducation sont les traits principaux de la figure d'animalisation. En fait, je vais vous présenter une nouvelle figure de la déshumanisation par la chasse à l'homme comme un instrument de l'expérimentation scientifique. Chamaillou apporte un éclairage sur la question de la déshumanisation à travers un angle de vue scientifique et médical et définit l'instrument de l'expérimentation qui a fondé la science médicale moderne en creusant l'histoire, je cite, des corps vils. Il s'agit de tous les marginaux de la société, à savoir, je cite, les condamnés à mort, les bagnards, les détenus, les orphelins, les prostituées, les internés, les patients de l'hôpital, les paralytiques, les esclaves, les colonisés, les moribonds. Fin de citation. Il établit une corrélation entre les procédures expérimentales et médicales et l'exercice du pouvoir qui s'inspire du principe de discrimination, en opposant le corpore nobili, corps noble, au corpori vili, corps vil. Les technologies d'exploitation sont instaurées par un discours rhétorique qui vise la dégradation de l'individu à ses propres yeux et à la fois le convaincre le dominé de son infériorité. En se basant sur les différences engendrées par la nature en elle-même, les inégalités se trouvent naturalisées et par conséquent justifiées. La science connaît un essor dans l'époque coloniale et permet d'asseoir l'hégémonie de l'homme blanc par rapport à l'esclave, objet d'expérimentation. La pratique de l'inoculation infligée aux esclaves noirs est l'un des piliers de la médecine coloniale. Il existe bel et bien un rapport de causalité entre la médecine raciste, construite par une pensée raciale, et la politique d'expansion impérialiste. Chamaillou explique cette interférence par la disparition de l'interdit moral au-delà des frontières de la métropole. Ces pratiques continuent de prospérer par la création des champs d'expérimentation médicale qui sont une transposition des colonies. Ce dispositif a été appliqué sur des prisonniers africains, à Cuba en 1900 pour l'étude de la fièvre jaune, tout comme en Allemagne nazie. Le problème bioéthique se pose toujours. Les grandes firmes pharmaceutiques à l'époque moderne transforment le rapport de domination à un contrat d'assistance, comme l'appelle Chamaillou, où les soins sont prodigués en contrepartie d'une dette ou d'un échange. La tradition médiévale du double corps du roi se poursuit en empruntant de nouvelles expressions dans la médecine expérimentale qui s'empare du corps vil pour lui faire subir une expérience périlleuse mais salutaire pour les autres. En outre, l'avilissement de certaines catégories de la société qui passent par leur invisibilisation, effacement et exclusion autorise leur exploitation et de ce fait leur domination. Maintenant, je passe la parole à Lydia qui va vous parler d'une nouvelle figure de la déshumanisation et dans son exposé sur le nazisme. Donc je vais vous parler de l'antisémitisme nazi, qui est donc une nouvelle figure de la déshumanisation. Pour aborder ce thème, nous nous sommes appuyés sur l'essai d'Enzo Traverso, intitulé « La violence nazie ». L'auteur met au jour les origines européenne et de longue durée de la violence nazie, et il s'interroge sur les mécanismes du processus génocidaire. Donc il explique que le génocide juif, l'une des formes de déshumanisation les plus extrêmes de l'humanité, prend sa source dans les évolutions du XIXe siècle. La civilisation européenne, issue des Lumières, le progrès scientifique, la rationalisation, ont créé les laboratoires de violence du XXe siècle. L'antisémitisme nazi est une nouvelle forme ou figure de la déshumanisation, dans la mesure où il ne s'agit plus de l'antisémitisme religieux du Moyen-Âge. Ce qu'il y a en fait de nouveau dans l'antisémitisme ou le racisme nazi, c'est que le juif n'est pas seulement animalisé, mais comme l'esclave par exemple noir ou indien, mais c'est qu'il est aussi diabolisé.
Donc d'une part, les Juifs sont exclus de la communauté nationale, voire humaine. Ils n'ont donc pas la possibilité de parler ou d'agir au sein d'un espace public. Ils sont donc réduits au statut d'espèce animale. D'autre part, apatrides, déracinés, les Juifs sont cosmopolites. Ils conspirent, ils représentent l'ennemi de l'idée de nation de l'ordre traditionnel. Donc ce schéma de perception a été mis en œuvre après la Première Guerre mondiale, lorsque le mythe en fait, du judéo-bolchevisme a été poussé à son paroxysme. Le juif était associé à l'image du révolutionnaire et du parasite social. Il était vu comme un virus qu'il faut extirper, contre lequel donc, le Troisième Reich devait engager une purification raciale. L'escalade donc, de la violence nazie, alimentée par ces stratégies d'animalisation et de démonisation, trouve son point d'orgue lors de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont utilisé la théorie de la guerre juste pour justifier leur usage de la violence contre les nations et les États d'Europe. Donc c'est surtout contre l'URSS qu'ils ont mené une guerre de destruction, à la fois donc, par les figures de l'animalisation, c'est-à-dire de l'inférieur, et de la démonisation qui est représentée par le communisme. Donc je vais laisser la parole à Johan qui va nous présenter la torture comme autre figure de déshumanisation. Bon, concernant la question de la torture, nous avons saisi la question de la torture à travers la lecture du texte de Judith Butler, La torture et l'éthique de la photographie. Dans ce texte, Butler a ouvert un nouveau horizon éthique du problème, car il s'agit de la réponse critique et morale du public occidental face à la publication de photos représentant des scènes de torture ou de maltraitement dans la prison d'Abu Ghraib en Irak après la guerre de 2002. Un des problèmes que pose le texte de Butler, c'est l'indétermination du cadre dans lequel on a été prises les photos. Cela nous empêche d'établir qu'il s'agit de torture ou de maltraitement. Par conséquent, il est presque impossible de juger la fonction de cette image dans le processus de déshumanisation. Nous avons convenu qu'on peut parler de déshumanisation de deux points de vue. Le premier est qu'il s'agit d'une forme de déshumanisation avant de la torture. La violence physique soit possible une déshumanisation qui commence dans la société avec l'aide d'État qui construit une image de l'autre en tant que sous-humain, inférieur, pourtant dangereux. Le deuxième point de vue vise la torture elle-même, comme une technique de déshumaniser l'autre par la violence physique et l'humiliation. Quel que soit le but de la torture, elle se présente comme tentative de stigmatiser le prisonnier face à lui-même et face à la communauté dont il fait partie. Le concept proposé par François Sironi et Raphaël Branche est en ce cas déculturation, dans l'article Torture aux frontières de l'humain. On parle de déculturation parce que le vrai cible, ce n'est pas la personne singulière que l'on torture, mais en fait son groupe d'appartenance, professionnelle, religieuse, politique, etc. En même temps, l'objectif est l'isolation de la personne afin de la vulnérabiliser. Comme il est bien connu, la torture des prisonniers est une violation des lois de la guerre et de la Convention de Genève. La raison est qu'il constitue une forme de négation de la dignité humaine et des droits de l'homme, dont il se présente comme une technique de déshumanisation. Et la dernière chose, je ne peux pas rester en plus, dont je vous souhaite une bonne journée, un bon voyage. Un grand merci aux organisateurs et mes collègues vont répondre à la question. Merci.